Toute actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce mardi. Message très bienveillant de Nicolas Sarkozy à destination des agriculteurs soumis, dit-il, à des règles environnementales tatillonnes et des chasseurs. Le chef de l'État s'est rendu dans l'Ariège, terre du président du Sénat. Alors que François Fillon met au crédit du gouvernement d'avoir protégé les Français du mieux que nous pouvions, François Hollande et Martine Aubry se rendent ensemble, une première, à Gandrange, lieu des promesses non tenues selon le Parti socialiste. La campagne présidentielle à l'heure du sommet social de demain à l'Elysée, ce sera le face-à-face de ce 19 h. La socialiste Marisol Touraine, qui suit les questions sociales pour le candidat François Hollande, et l'UMP Marc-Philippe Daubresse débattront dans un instant. Et puis, une nouvelle qui réjouira tout le monde. L'espérance de vie augmente toujours en France. 78 ans,2 pour les hommes et 84 ans,8 pour les femmes. Des vœux au monde rural très politiques pour le chef de l'État. Il a profité donc aujourd'hui d'un déplacement en Ariège pour fustiger le poids des règles environnementales. L'occasion également pour Nicolas Sarkozy de rencontrer Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, sur ces terres. Florence Maurice. Si ce n'est pas un candidat en campagne, ça y ressemble. Face à un monde rural inquiet pour son avenir et sous le regard impassible du président du Sénat, Nicolas Sarkozy soigne son électorat traditionnel. Il s'en prend aux normes environnementales, jugées trop tatillonnes, et n'oublie pas de rassurer les chasseurs au passage. La préservation de l'environnement, ce n'est pas empêcher quiconque de faire quoi que ce soit. On paralyse un territoire, on empêche tout le monde de prendre des initiatives. Il faut absolument lever le pied de ce point de vue. Ce que je dis sur l'environnement, je le dis également pour la chasse. Là encore, les chasseurs ne sont pas les ennemis, ce ne sont pas les adversaires de l'environnement. Sur ces terres, ancrées à gauche, dans le fief du président du Sénat, Nicolas Sarkozy promet donc des règles plus souples à l'avenir. Un discours qui inquiète Jean-Pierre Bel. Oui, je l'ai trouvé extrêmement dur avec la question environnementale. Le respect de l'environnement, c'est pour nous une nécessité, tant du point de vue du vivre ensemble pour nos concitoyens, tant du point de vue de la sauvegarde de la planète, mais aussi au plan économique. Invité par Nicolas Sarkozy à repartir avec lui à Paris, Jean-Pierre Bel a préféré décliner la proposition. Un accueil républicain, oui, mais pas davantage, à 3 mois de l'élection présidentielle. Et notons que des grenades lacrymogènes ont été tirées par la police contre une manifestation syndicale qui tentait d'approcher le lieu du discours présidentiel, à Pamiers précisément, donc en Ariège. Ce soir, les organisations écologistes s'indignent du discours tenu aux agriculteurs par le chef de l'État. Jean-Louis Borloo, le maître d'œuvre du Grenelle de l'environnement, a réagi, lui, tout à l'heure sur Public Sénat à ces remarques du chef de l'État sur l'environnement qui rappelle le Ça commence à bien faire, lancé au Salon de l'Agriculture en 2010. Jean-Louis Borloo. Une partie de ces phrases à l'emporte-pièce. Le pacte agricole, il est forcément environnemental. Les problèmes tatillons, parce que les agriculteurs ont des sujets tatillons, ils proviennent de règles que le ministère de l'Agriculture français a acceptées et a concédées à l'Europe il y a 10 ans. C'est ça le problème. Voilà, Jean-Louis Borloo, donc, qui parle de propos à l'emporte-pièce. Il cite le chef de l'État. Interview donc dans Preuve par 3 à retrouver ce soir sur Public Sénat à 22 h 30. Alors que le sondage IFOP fiducial avec Public Sénat montre un tassement du chef de l'État au premier tour, nous détaillerons d'ailleurs les chiffres tout à l'heure avec Damien Philippot, le chef du gouvernement lui incite les parlementaires de la majorité à poursuivre les réformes et à serrer les coudes derrière Nicolas Sarkozy. Claire de Buisère. Sénateurs, ministres, tous les membres de la majorité sont venus écouter François Fillon. Le Premier ministre a insisté sur la volonté du gouvernement de continuer les réformes malgré l'élection présidentielle qui approche. C'est toujours très difficile de faire des réformes et c'est encore plus difficile de les faire à proximité d'élections. Comment est-ce qu'on nous jugerait si on s'arrêtait, si on se mettait en stand-by et si on faisait plus que des discours et si on ne faisait plus que tenir des promesses? On n'est pas là pour ça.
Au menu du sommet social de demain, coût du travail et financement de la protection sociale, chômage partiel et formation des chômeurs, accord de compétitivité et taxe Tobin. Et on sait depuis ce matin qu'il y aura un 5e thème sur la table, la hausse de l'offre de logement. Parmi les mesures déjà annoncées par le gouvernement, il y en a une qui fâche, la TVA sociale, une mesure qui ne fait pas l'unanimité au sein de la majorité et à laquelle sont opposés les syndicats. Ça doit être maintenu, c'est obligatoire, parce que, ou à défaut, il faut proposer une alternative. Voilà. Ou il faut faire une proposition alternative, il faut proposer autre chose. Donc la TVA sociale, c'est une des propositions qui est sur la table. Pour savoir si l'idée d'une TVA sociale est maintenue, il faudra attendre la fin du mois. Le gouvernement fera des propositions et soumettra ses réformes au Parlement en février. Puis ce sera la trêve parlementaire prévue avant l'élection présidentielle. François Fillon a par ailleurs fustigé aujourd'hui les socialistes pour ne pas avoir salué le maintien du AAA de la France par l'agence Moody's. Dans la foulée de la dégradation décidée par Standard & Poor's, notons qu'EDF, la SNCF ou encore l'Unédic voient leur note abaissée aujourd'hui d'un cran par cette agence américaine. Déplacement commun de François Hollande et Martine Aubry, une première à Gandrange en Moselle, manière pour eux de dénoncer l'échec du quinquennat en matière de politique industrielle et de reprocher au chef de l'État des promesses non tenues avec la fermeture de l'aciérie ArcelorMittal. Ce soir, le ministre de l'Industrie, Éric Besson, affirme que le sidérurgiste a tenu tous ses engagements pris devant le président de la République. L'éternelle polémique sur les chiffres de l'insécurité et de la délinquance, la baisse générale de la délinquance de 0,34% l'an dernier selon Claude Guéant, alimente donc la polémique, le PS accusant le ministre de l'Intérieur de se livrer à un exercice de maquillage. Explication, Bérangère Dinglar. Ministre d'un président qui a fait de la lutte contre l'insécurité un étendard, Claude Guéant s'est prêté ce matin à un exercice hautement symbolique. Une présentation en forme de bilan du quinquennat. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a insisté sur la baisse globale de la délinquance, moins 16,47% depuis 2002. Car pour cette année, la baisse est minime, moins 0,34% seulement, et revêt de grandes disparités. Si en 2011, les atteintes aux biens ont diminué de 1,74%, les cambriolages ont eux augmenté de 16%. Une hausse que le ministre attribue à la délinquance étrangère. Il y a une criminalité spécifique qui nous vient de l'étranger, notamment d'Europe centrale et orientale, qui intervient dans notre pays sous forme de raids et qui repart ensuite dans le pays d'origine, qui appartient à des réseaux internationaux. Ce sont des modalités criminelles qu'il est très difficile de combattre parce que ça implique plusieurs polices, plusieurs justices, plusieurs pays. De son côté, le Parti socialiste crie lui au maquillage des chiffres. François Rebsamen, le monsieur sécurité de François Hollande, estime en effet que nombre de délits comme les vols de portables ou les dégradations de véhicules ne font désormais plus l'objet de plaintes, mais de simples mains courantes. Il y a des progressions qui sont très inquiétantes. Celles qui sont faites, les violences faites aux personnes, qui ont augmenté de 22% depuis 10 ans. Les violences non crapuleuses qui ont augmenté de près de 50% depuis 10 ans. Et l'année dernière, un phénomène nouveau, les vols, les cambriolages dans les maisons d'habitation. Tandis que le PS entend créer 100 zones de sécurité prioritaires où il concentrera les moyens, le ministre explique lui qu'il est en train de remettre des policiers et des gendarmes sur tout le territoire. Après la bataille des chiffres, viendra celle des territoires. Le procureur de Nanterre, Philippe Courroy, mis en examen dans l'enquête sur les fadettes des journalistes du Monde. Il devra donc répondre à l'accusation de violation du secret des correspondances et de collecte illicite de données par un moyen frauduleux, déloyal et illicite. Philippe Courroy conteste sa mise en examen par la juge parisienne Sylvia Ziberman et a d'ailleurs déposé immédiatement des recours. La Polynésie souhaite récupérer les atolls des essais nucléaires, dont Mururoa. Le sénateur apparenté PS Richard Tuyéava a présenté aujourd'hui sa proposition de loi visant donc à cette rétrocession afin de mener, dit-il, des études et d'assurer plus de transparence sur ce sujet toujours ultra sensible. On l'écoute. Ces deux atolls, en plus du reste, il faut qu'on les restaure leur histoire. Et tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, on n'aura pas rempli une pièce du puzzle manquante au sein de on va dire de l'équilibre institutionnel polynésien. J'assume mes propos. Le sénateur de Polynésie interrogé par Guillaume Ullmann aujourd'hui. Le débat donc aura lieu demain au Sénat. Il s'annonce vif
avec la droite sur le thème notamment du secret défense. Il y a de l'argent en France, mais il s'échappe trop facilement encore hors de nos frontières. C'est la conviction du groupe communiste du Sénat qui réclame donc la création d'une commission d'enquête sur l'évasion des capitaux. Explication d'Éric Bocquet, élu du Nord avec Nathalie Guilbard. En 2007, on estimait l'évasion fiscale en France à entre 30 et 40 milliards d'euros, ce qui n'est quand même pas rien. Au niveau européen, à l'ensemble de l'Union européenne, on parle de 200 milliards. Nous voulons faire la preuve, à partir de cette commission d'enquête, qu'il y a des ressources dans ce pays, que le pays crée de la richesse, 5e puissance du monde, et qu'une bonne partie de la richesse est accaparée d'une part par les détenteurs d'actions, sous forme de dividendes, et puis il y a toute cette partie évasion fiscale, qui est tout à fait inacceptable, et qui pénalise notre pays dans son développement. Voilà donc pour cette proposition du groupe communiste. Les invités tout de suite du 19h, Marisol Touraine est avec nous, je le disais, en charge des dossiers sociaux auprès du candidat François Hollande, et Marc-Philippe Daubresse, secrétaire général adjoint de l'UMP. Merci à tous les deux d'être avec nous. Marisol Touraine, François Fillon accuse le Parti socialiste d'avoir provoqué un tsunami politique vendredi et de n'avoir rien dit lundi. La perte vendredi du AAA par Standard & Poor's, mais son maintien par Moody's. Qu'est-ce que vous répondez ? Que notre souhait est évidemment que la France puisse conserver son AAA. C'est une évidence. Nous ne nous réjouissons pas des mauvaises nouvelles pour notre économie et pour les salariés français. Malheureusement, l'avis de l'agence Moody's d'hier est assez pessimiste sur l'avenir de notre économie. Et quand on regarde d'ailleurs le fond de l'avis de Standard & Poor's, de l'autre agence, on s'aperçoit qu'il y a des critiques extrêmement précises qui sont faites à la conduite des affaires dans notre pays. Vous voyez un désaveu de la politique suivie par le chef de l'État ? Moi, je ne sais pas. Moi, je crois qu'il ne faut pas se mettre dans la main des agences de notation. Il ne leur appartient pas de dicter nos politiques. En revanche, nous constatons tout simplement, et les Français le constatent, que le chômage augmente, que notre économie est peu compétitive, que nous perdons des parts de marché à l'exportation, et donc on n'a pas besoin d'agences de notation pour voir que ça ne va pas très fort chez nous. Très bien, vous reconnaissez donc, comme les syndicats d'ailleurs, également la CFDT notamment, que l'économie française n'est pas assez compétitive. Est-ce que c'est là l'enjeu principal du sommet social de demain? Un mot quand même sur les agences. Vous voulez réagir sur les agences? Oui, quand même. Il y a quand même eu un beau petit jeu politicien du Parti socialiste, quoi. On a une agence qui nous fait passer de AAA à AA+, ce qui est quand même pas une dégradation torride. Et elle explique d'ailleurs dans son avis que c'est essentiellement le manque de dynamique européenne qui lui pose souci. Ensuite, si, j'ai lu dans le détail. Ensuite, vous avez une seconde agence qui, elle, maintient le AAA, et une troisième qui dit qu'elle le maintiendra toute l'année sans difficulté. Et là, on n'a plus de réaction du Parti socialiste. Moi, ce que je n'ai pas compris, c'est quelle est votre position à vous, au fond? Notre position est-ce que le AAA, c'est quelque chose d'important ou est-ce que ça n'est pas important? Notre position a été donnée clairement. Que c'était un talisman, notre position a été donnée très clairement par le gouvernement, le président de la République. C'est une alerte quand une agence qui représente des marchés dit que, attention, ça peut se dégrader. Mais en même temps, il faut relativiser les choses parce que l'essentiel des reproches qui peuvent être faits sont des reproches sur les risques que l'Europe fait courir à l'économie française. Je le dis au passage parce que nous, on est conscients de cette affaire-là, vérité et courage. Si je prends Madame Aubry, là, qui est à la Grande Range avec Monsieur Hollande, c'est ce qu'elle a fait, Madame Aubry, quand Standard & Poor's, le même, se préparait à dégrader la communauté urbaine de Lille, qui avait à l'époque 1/3 d'emprunts toxiques. Elle a viré Standard & Poor's, Madame Aubry. Elle a dit, moi, je casse le thermomètre pour pas qu'on dise que j'ai de la fièvre. Donc, un petit peu de modestie du côté du Parti socialiste. Vous savez, le sujet est de savoir si on décide de faire de l'agence de notation la référence. Et on a entendu pendant des mois et des mois, le président Sarkozy expliquer que la politique qu'il mettait en place s'expliquait par la nécessité de ne pas perdre le AAA. Donc aujourd'hui, les Français savent de ne pas aggraver notre dette. Que la politique qui a été mise en place, non seulement était injuste, mais en plus inefficace. Très bien, en tous les cas, il y a une action c'est pas ce que disent les deux autres agences. Qui est engagée par votre ami Jean-Louis Borloo, Monsieur Daubresse. Il a retrouvé sa casquette d'ancien avocat d'affaires. Il veut porter plainte, en tous les cas, entamer une action en justice contre les agences de notation qui ont pu se tromper dans le passé, puisqu'elles n'avaient pas vu venir la crise des subprimes. Alors on parle du sommet. Parlons du sommet. Est-ce que le sommet social, dans cette conjoncture difficile,
avec malheureusement l'aggravation du chômage, ne change pas de nature. Il est question désormais de corriger les rigidités du travail en France, semble-t-il, et de retrouver la compétitivité qui manque le sommet social. Au-delà des mesures consensuelles. Je vous rappelle, j'étais dans le gouvernement à l'époque. En 2009, quand on a eu la première crise, les conséquences de la première crise, des subprimes justement, nous avons fait un sommet social. J'y étais, moi, à l'Élysée, avec les partenaires sociaux. Et on a écouté toute une série d'avis et on a débouché sur des mesures de chômage, de travail à temps partiel plutôt que de chômage. On a réfléchi sur la formation, on a réfléchi sur l'emploi des jeunes. C'est normal que quand la crise se poursuive, on puisse consulter les partenaires sociaux. On est en période électorale qui s'annonce, et alors ? Pendant ce temps-là, on ne va pas arrêter toutes les actions. Pour autant, les questions qui sont sur la table ne sont pas seulement des questions de compétitivité des entreprises, c'est important, des questions d'emploi, c'est important, mais aussi des questions de protection des salariés, sécurité sociale professionnelle et des questions de pouvoir d'achat. Et de formation également. Et j'ai envie de dire qu'il y a une sorte de consensus sur ces propositions qui se dégagent, y compris de la part du Parti socialiste qui pourrait en soutenir certaines, mais il y a quand même un point d'achoppement, Madame. Non, mais il y en a plusieurs. D'abord, je voudrais revenir sur le principe même de ce sommet. J'entends qu'aujourd'hui, il serait normal, compte tenu de la crise, de réunir autour de la table les partenaires sociaux. Que ne l'a-t-on fait à l'automne, lorsque ces mêmes partenaires sociaux le demandaient et que le gouvernement a pris son premier plan de rigueur sans les en informer et sans les consulter. Donc aujourd'hui, nous allons vers un troisième plan de rigueur, puisque le deuxième n'a pas davantage donné lieu à un deuxième plan de rigueur. Et au fond, il s'agit pour Nicolas Sarkozy, candidat plus que jamais, de mettre en scène, au fond, des consultations dont on ne sait d'ailleurs pas sur quoi elles vont déboucher, puisque les annonces sont renvoyées à c'est quand même logique qu'on attende l'avis des partenaires sociaux. On va pas faire des annonces avant. On pourrait apprendre des choses demain soir. Ça, c'est la méthode de Martine Aubry, c'est pas la méthode de Sarkozy. La deuxième chose, c'est que des mesures de fond structurelles qui viennent bouleverser notre paysage social. À quelques semaines d'une élection majeure, c'est quand même absolument invraisemblable. Qu'est-ce que vous redoutez comme bouleversement ? Mettre en place une éventuelle TVA, une hausse de TVA pour financer la protection sociale, alors que ça n'est pas la façon dont est financée aujourd'hui la sécurité sociale. Que les Français en décident à l'occasion de la prochaine élection. Modifier la façon dont va se définir le contrat de travail, c'est ce qu'on appelle l'accord compétitivité-emploi, d'un mot un peu compliqué, mais qui en réalité veut dire que on donnera la possibilité on ne donnerait plus la possibilité aux salariés de s'opposer à un changement de son contrat de travail. Ça, c'est quand même un changement des garanties pour l'emploi. Majeur. Écoutez, des garanties pour l'emploi, on n'en sait rien. Les exemples qu'il y a eu, les exemples, parce que ça s'est déjà fait en France, n'ont pas été extrêmement concluants. Ça s'est déjà fait en Allemagne avec les garanties. Il y a une différence très grande entre la France et l'Allemagne. C'est que ce qui va être proposé, ça va être directement inspiré de ce qui se passe. Vous avez beaucoup d'informations, vous devriez nous les donner. C'est qu'en Allemagne, les syndicats sont copartenaires de la décision dans l'entreprise. Et donc, basculer vers un système de codécision au sein de l'entreprise, c'est un bouleversement complet qui mérite que l'on y réfléchisse, mais qui mérite à ce moment-là un peu plus qu'un sommet d'une demi-journée. Si je peux dire un mot sur la TVA sociale, on voit bien que du côté du Parti socialiste, on n'a pas envie que ce sommet réussisse ou que ce sommet débouche sur un certain nombre de mesures qui puissent protéger un peu plus les salariés. Pourtant, il y a des urgences qui se profilent. Bon. Deuxième point, la TVA sociale. Je lis le sondage. Est-ce que la TVA sociale va améliorer le sort des salariés ? Réponse non. Forcément, telle qu'elle a été présentée sur la plupart des télé. Vous citez la question internaute du Nouvel Obs, qui est le partenaire du 19h. On va découvrir les réponses. Vous savez qu'il y a plusieurs types de TVA sociale. Il y a des TVA qui, on prend... Donc c'est sur l'ensemble des habitants de la France, les retraités, les inactifs et les actifs, pour qu'on puisse favoriser le travail, il y a deux manières de faire. Il y a une manière où on baisse les cotisations patronales pour améliorer la compétitivité, puis il y a une manière que je soutiens, j'ai même fait une tribune dans la presse là-dessus, pour qu'on baisse les charges salariales. Et dans ce cas-là, je vous donne un exemple, si on faisait toute la TVA sur les charges salariales, on augmenterait la fiche de paye du salarié de plus 4%. Il ne le sait pas, le salarié. Écoutez, ça. Bon, je ne dis pas qu'on va faire ça, mais je dis simplement... je dis simplement... Vous allez faire ça parce que vous n'allez pas le faire. Je dis simplement que vous verrez... c'est une augmentation de la TVA. Moi, j'ai vu le président de la République, il y a quelques jours,
en tête-à-tête, donc on a pu parler de certains sujets sociaux. Il vous a rassuré sur quel point précis? Le président de la République m'a dit qu'il allait être très à l'écoute de ce qu'allaient dire les partenaires sociaux. Et vous verrez ils n'en veulent pas de la TVA sociale. François Chérec dit effectivement aujourd'hui, ça correspond à un troisième plan de rigueur. Monsieur Van Kreines de la CGC dit que lui, il est favorable dans certaines conditions. Dans certaines conditions très particulières. Écoutez, les organisations... Au lieu de caricaturer les trucs, attendez de voir ce qui va se dire. Et attendez de voir ce que le président de la République... Attendez de voir ce que le président de la République va proposer. Parce qu'il va tenir compte de l'avis des partenaires sociaux. Et on ne l'interrompt plus. Nous avons là un sommet qui est une caricature. De mise en scène théâtrale pour donner le sentiment qu'on essaye de réagir à une situation de crise à quelques semaines d'une élection. Et la vérité, c'est que non, ça ne nous embête pas. Ce que nous souhaiterions, c'est qu'il y ait des mesures immédiates, concrètes, qui permettent de répondre aux besoins des salariés. Or, toute la politique que vous avez menée et que vous avez soutenue en étant au gouvernement ou en étant parlementaire est une politique qui a visé à faire des cadeaux à une petite minorité de privilégiés. Et donc aujourd'hui, le résultat aujourd'hui, c'est qu'on demande à tous les Français, les Français modestes, les catégories moyennes, de se serrer la ceinture avec une hausse de TVA à une minorité de privilégiés. Ces cadeaux-là. Quel est le rapport entre le bouclier fiscal? Non mais attendez. Combien a-t-on mis sur le RSA? Vous le savez que j'ai été le ministre qui a mis en place le RSA. Oui, enfin, bon, et le RSA... C'est une petite question justement sur ce thème-là. Est-ce que vous diriez, comme Bruno Le Maire, toujours ministre de l'Agriculture, que des erreurs ont été commises au début du quinquennat, que d'autres choix auraient pu être faits? Il parlait, semble-t-il, du bouclier fiscal. Je pense qu'on a manqué... Moi, j'étais pas pour le bouclier fiscal, c'est connu, les centristes n'étaient pas. Mais je pense qu'on a manqué de visibilité, que par exemple, le paquet fiscal du début du quinquennat comprenait 80% de mesures pour les classes moyennes. D'accord. Bon, allez, c'est votre réponse. Allez. Fait de faire un paquet classe moyenne, point. Nous allons parler sondage tout de suite avec Damien Philippot, responsable des études politiques à l'IFOP. Le sondage IFOP Fiducial Public Sénat avec Paris Match et Europe 1. Au premier tour, je vous donne les chiffres, vous allez les découvrir. François Hollande donc se maintient à 28% des intentions de vote. Nicolas Sarkozy, lui, se tasse. Il perd 2 points et devance Marine Le Pen qui en gagne 1 de 4 points seulement. François Bayrou est 4e à 12,5% des voix. On découvre les scores des candidats suivants avec les 7,5% de Jean-Luc Mélenchon. Eva Joly ne dépasse pas 3%. On va découvrir la faiblesse des scores des autres candidats. Et puis, arrivons tout de suite au second tour. François Hollande conforte son avance, 57% contre 43%. Bonsoir, Damien Philippot, merci d'être avec nous. Est-ce que Nicolas Sarkozy fait les frais de ce projet de TVA sociale, on peut l'estimer ? Alors Nicolas Sarkozy avait connu un léger mieux à la rentrée, puisqu'on avait mesuré une hausse à 26% des intentions de vote lors de notre sondage réalisé juste après ses vœux télévisés. Et il est vrai que depuis, on observe un recul à 24%, moins 2 points en à peu près une semaine, sachant que effectivement la TVA sociale est un point qui est très mal passé dans l'opinion et qu'on peut considérer que ça fait partie des éléments qui expliquent cette baisse dans les sondages. Est-ce que pour vous, la présidentielle s'annonce comme un jeu à 3, voire à 4 ? Alors, ce qui est frappant aujourd'hui, c'est de voir que l'écart entre le premier dans les intentions de vote, François Hollande, 28%, et le troisième, c'est-à-dire Marine Le Pen, 20%, n'est que de 8 points. À la même période, en 2007, on avait 20 points d'écart entre les 3 premiers, à l'époque, Nicolas Sarkozy et François Bayrou. Elle est plus menaçante que jamais. Alors, elle est relativement menaçante, même si l'écart reste confortable pour le président de la République aujourd'hui. On a connu des situations où l'écart était beaucoup plus faible. Il ne faut pas oublier évidemment aussi la percée de François Bayrou, qui, depuis son entrée en campagne début décembre, progresse régulièrement dans les intentions de vote et aujourd'hui se hisse à 12,5% dans notre enquête, encore assez loin du trio de tête, mais tout de même se rapprochant et pouvant laisser penser que d'ici quelques temps, un jeu à 4 pourrait se dessiner. Donc le jeu est ouvert. Et l'écart de voix au second tour, on le rappelle, en faveur donc de François Hollande, il est assez large. Est-ce qu'il est crédible, franchement ? Alors, ça reste complètement théorique aujourd'hui, puisqu'on mesure des scores qui sont effectivement, comme vous le dites, assez impressionnants et qu'on voit rarement dans les élections présidentielles au second tour. Marisol Touraine a le sourire. Elle semble douter elle-même d'un tel écart. Écoutez, ça marque un rapport de force, mais c'est vrai que c'est un chiffre qui ne correspond à aucune réalité dans le passé. En tout cas, aucune élection ne s'est gagnée aussi largement. Dernière question justement sur l'évolution de l'opinion. Comment est-ce que vous la sentez ?
Comment sentir l'évolution de basculer? Dites-moi. Je pense que le jeu Qu'est-ce qui sera déterminant? Le jeu reste extrêmement ouvert aujourd'hui, puisque quand on regarde nos enquêtes, à peu près un électeur sur deux se dit pas sûr de son choix. C'est-à-dire que les choses peuvent vraiment bouger, et c'est vrai qu'on a une certaine volatilité aussi dans les intentions de vote d'un jour à l'autre, d'une semaine à l'autre, qui montre que les choses sont très très loin d'être stabilisées. Très bien. Marisol Touraine, j'ai vu que selon Pierre Moscovici, le directeur de la campagne de François Hollande, Sarkozy ne peut plus nous battre, a-t-il dit, si la gauche est unie. Dites-moi, quelle assurance? Non, ça veut dire que la gauche a une grande responsabilité. La gauche a connu des démons de la division dans le passé, donc nous savons de quoi nous parlons. Il est parfois tentant de faire des débats avec nous-mêmes, si j'ose dire. Non, mais eh bien, là, nous avons une exigence. Si on ne tombe pas dans nos ornières habituelles, on est sûr de gagner. On a quand même de fortes chances de pouvoir l'emporter. Nous pouvons l'emporter. Vous savez, aucune victoire n'est acquise d'avance. Aucune victoire n'est acquise d'avance. Simplement, la division est la meilleure façon de perdre une élection qui pourtant paraît mieux assurée qu'elle ne l'a été dans le passé. Quand vous entendez ce qui se dit sur le terrain dans nos provinces, la gauche est extrêmement désunie. C'est les communistes qui tapent comme des malades sur François Hollande et Madame Joly qui ne ménage pas ses Les sondages montrent quand même qu'il y a un très bon report de voix à gauche. Je vais vous dire... Damien confirme. Je vais vous dire, à un moment, les gens vont se mettre en situation, on sera programme contre programme. Ça va se jouer à 4, mais ça va quand même se jouer à 2. Il y aura un programme Sarkozy et il y aura un programme de François Hollande. Et puis ensuite, ça se jouera homme contre homme, puisqu'il n'y a pas de femmes. Et là, je peux vous dire que la question majeure, c'est est-ce que cet homme-là est capable de tenir la barre du bateau dans la tempête? Vous savez, ça se jouera sur la question de savoir si on continue la même politique que celle qui a été menée depuis 5 ans, au détriment des classes moyennes et des catégories populaires, ou si on choisit le chemin de la justice. Du bateau, moi je fais du bateau, je ne change pas de capitaine quand il y a la tempête qui sonne. Attention aux analogies, parfois hasardeuses, Monsieur Dobrès, en cette période dramatique pour les croisiéristes. Que nous ayons été menés à très bon port. C'est Mélenchon qui a parlé de pédalo, c'est pas moi. Je pense qu'on faisait allusion à quelqu'un d'autre. On faisait allusion à Gérard Longuet, qui a comparé François Hollande au capitaine du Costard. Madame Touraine, quand même, Monsieur Dobrès, il a eu tort de le dire. Il a regretté lui-même. Mais Monsieur Dobrès parle de la dimension personnelle du candidat. Et là, il a la capacité. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Écoutez, moi, je ne sais pas. Quelle est la dimension personnelle d'un président qui a changé de pied? François Hollande, c'est un danseur de tango. Il a changé. On a compté 8 fois d'avis sur 8 sujets essentiels. C'est un danseur de tango pour moi. C'est pas un capitaine. Nicolas Sarkozy est l'homme de toutes les agitations, est l'homme de tous les changements de politique, qui dit oui un jour et non le lendemain. Moi, je crois que pour sortir de la crise, nous avons besoin de stabilité, de cohérence et d'un cap qui soit clairement affirmé. Très bien, merci. C'est fini. Merci à tous et à tous trois d'avoir participé à cette édition du 19h à 22h. Vous retrouverez sur Public Sénat Sonia Mabrouk, Doc à Doc. C'est à suivre maintenant sur la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Bonsoir.